Bonjour. Donc cet après-midi, nous allons voir le thème tant attendu du financement public de l'innovation mode d'emploi. Nous avons trois personnalités sur le plateau qui vont pouvoir nous en parler de façon précise. À ma gauche, Marie-Laure Guidi, donc Innovatech, spécialiste du crédit d'impôt recherche et de la jeune entreprise innovante. Jean-Marc Batigello, BPI France, délégué innovation, et Émilie Royer, qui assure la direction de Eurobiomed. Donc, nous allons traiter cet après-midi du sujet principal du financement de l'innovation. On va essayer d'être tout à fait pratique. Donc, je vais d'abord présenter un petit peu, laisser présenter les intervenants. En ce qui nous concerne, Marie-Laure et moi-même, nous sommes du cabinet Innovatech. Innovatech, c'est une structure tout à fait atypique d'experts comptables qui a su se développer sur l'accompagnement des entreprises qui innovent, celles qui mettent au point des produits de services de demain, et également tant sur l'expertise comptable que sur le conseil spécialisé dans la recherche de financement, crédit d'impôt recherche et statut de jeune entreprise innovante. On a des associés, on s'est structuré, on a Guillaume Morin, Christian Bossan, Eddy Louisor et Cyril Delgato. Jean-Marc, donc pour te présenter et présenter BPI France. Donc moi je suis le délégué innovation donc chez BPI France. BPI France est une structure qui est née du rapprochement d'Oseo avec d'autres filiales de la Caisse des dépôts sur la partie investissement en fonds propres dans les PME et les établissements de taille intermédiaire. Donc aujourd'hui le groupe, en fait c'est deux filiales. Oseo est devenu BPI France Financement et puis demain vous aurez BPI France Investissement regroupant à la fois une activité d'investissement en capital dans les belles entreprises, les PME de croissance, et aussi une activité fonds de fonds qui, elle, pourra aller plus vers le capital risque et les fonds d'amorçage aussi. Voilà. Merci Jean-Marc. Émilie, donc Eurobiomed. Oui, bonjour, ça marche. Donc, je suis Émilie Royer, je dirige le pôle de compétitivité Eurobiomed. Vous voilà, plus près. Donc, Eurobiomed compte 220 adhérents. Nous travaillons dans la filière santé. Alors, dans la filière santé, nous travaillons avec des entreprises qui développent des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux, du diagnostic médical et des outils de e-santé. Donc, c'est un pôle de compétitivité qui couvre la région PACA et Languedoc-Roussillon. Puis, on parlera un peu plus en avance par la suite des projets de R&D qu'on a pu labelliser, aider au financement, mais aussi des autres services qu'on peut proposer à des entreprises qui travaillent dans le secteur de la santé ou qui visent le marché de la santé. Très bien. Merci. Jean-Marc, lorsqu'on parle de financement de l'innovation, on a deux types d'aides, deux grandes catégories d'aides, les aides directes, les aides indirectes. Ouais. En ce qui concerne les aides directes, au niveau de BPI France, lorsqu'on parle innovation, tout d'abord, est-ce que tu peux nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est pour toi l'innovation? Et ensuite, quels sont les critères principaux de sélection d'un bon dossier pour BPI France? Donc nous, on définit l'innovation en fait par la nouveauté, alors ça peut être un nouveau produit, un nouveau procédé, aussi d'un nouveau service. On a aussi la possibilité d'aider les entreprises qui innovent aussi par rapport à leurs pratiques, leurs méthodes d'organisation ou de vente ou organisation interne. Dans ce cas-là, il faut que ça s'appuie sur des technologies de l'information et de la communication, hein, les nouveautés. Et en fait, l'innovation, elle peut être à la fois donc, incrémentale, elle peut être de rupture, c'est-à-dire qu'on doit avoir quand même des verrous technologiques à lever dans les projets qu'on finance. Et après, on définit en fait un produit avec un marché. Il y a toujours le binôme produit-marché. C'est-à-dire que pour les entreprises qui développeraient un produit qui n'a pas encore de marché, là, on pourrait les accompagner et les aider à faire une étude de marché, à faire une enquête pour savoir s'il y a une réponse favorable à ce nouveau produit totalement innovant. Ok, merci. Pour les bons critères. Je vais revenir vers toi pour les bons critères, parce que je pense que c'est important que Marie-Laure nous donne une vision aussi de la définition de l'innovation au sens
plus ministère de la Recherche pour le crédit d'impôt recherche et le statut de jeune entreprise innovante? Alors, en fait, au sens fiscal du terme, la recherche est vraiment quelque chose qui est particulièrement bien défini et très normé. Donc en fait, ça regroupe plusieurs types d'activités, des activités de recherche fondamentale, ça semble plutôt évident et pas très compliqué, des activités de recherche appliquée et des activités de développement expérimental. Ça, c'est pour la partie crédit d'impôt recherche et jeunes entreprises innovantes. Il est apparu une nouvelle notion fiscale de l'innovation avec un crédit d'impôt tout nouveau dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle le crédit d'impôt innovation, et qui, lui, en fait, va toucher un type de recherche qui est un petit peu plus en aval que la recherche du crédit d'impôt recherche, et qui est, en fait, les activités de conception de prototypes de nouveaux produits. Alors, ce n'est pas la conception de nouveaux produits, c'est la conception des prototypes de nouveaux produits, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Donc Jean-Marc, pour revenir à ma question précédente sur les critères de sélection d'un beau dossier. Alors, en fait, un beau dossier, c'est un dossier pour lequel le chef d'entreprise s'est posé les bonnes questions. Donc, nous, on a une approche matricielle un peu de l'ingénierie de projet innovant. On va regarder différents critères. Donc, on va regarder la technologie. Donc, déjà, un projet innovant, comme je vous l'ai dit avant, il faut qu'il y ait une incrémentation par rapport à un état de l'art, un état de la connaissance. Il faut qu'il y ait des verrous techniques, technologiques à lever ou des nouveaux usages à créer et à valider quand on parle d'innovation avec des TIC. Donc, au niveau technique, il faut qu'il y ait les compétences aussi, le niveau de connaissance de l'équipe et qui va développer le projet. Alors, ça peut être des compétences en interne, ça peut être aussi des compétences qu'on va trouver en extérieur auprès des laboratoires, auprès de sous-traitants spécialisés. Après l'approche technique et un peu l'approche managériale, on en a parlé un peu. Donc, connaissance, niveau de compétence de l'équipe et un chef de projet bien défini pour mener à bien le projet. Vous avez l'aspect marché, qui est le deuxième aspect le plus important derrière l'aspect technologique. Donc là, ça veut dire quel est le modèle économique, à qui on va vendre, comment on va le vendre, et puis éventuellement voilà, une segmentation, voire aussi des concurrents. Quels sont les concurrents parce que le but de financer l'innovation, c'est de créer de l'activité économique et de ne pas aller dans le mur, quoi, hein. Donc, et les deux aspects qu'on regarde aussi, qui sont importants, mais à un niveau moindre, c'est l'aspect propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'il faut que le projet ait sa liberté d'exploitation. Est-ce qu'on le protège ou pas, de quelle façon? Et puis, est-ce qu'on suit une réglementation dans certains secteurs comme les biotechnologies ou dans l'expérimentation humaine, par exemple, quand il y a des phases cliniques, il faut voilà, s'assurer qu'on a pris les assurances nécessaires vis-à-vis de la réglementation. Et le dernier point, c'est un aspect financier. On finance au maximum, hein, quand on finance de la recherche en France, l'État peut financer à 100% de la recherche fondamentale, mais il ne peut financer qu'à 50% ce qu'on a appelé le développement expérimental, ce qui est un peu ce qu'on finance. Et donc là, ça veut dire qu'on regarde l'équilibre du plan de financement du projet. Et donc, on va s'assurer que lorsqu'un projet coûte 100, ben l'entreprise dispose au moins de 50 en fonds propres. Donc, voilà. Et on élargit les fonds propres en fait au capital, au compte courant d'associés qu'on va faire bloquer, et éventuellement aussi aux prêts d'honneur, voilà, aux aides qu'elle a pu avoir sur le même projet, quoi. Voilà. Et donc, si le chef d'entreprise ou le porteur de projet sait bien poser toutes les questions et sait où il va sur ces 5 aspects, ben, on pourra l'aider à avancer. Merci Jean-Marc. Je vais vers Émilie. Il me semble que lorsque vous analysez les dossiers, vous aviez avant une vision beaucoup plus technique des dossiers et que vous évoluez vers une vision beaucoup plus économique, beaucoup plus globale. Oui, tout à fait. Alors, dans les pôles de compétitivité, si certains d'entre vous ne sont pas encore familiers des pôles de compétitivité, nous pouvons en fait vous aider à aboutir et à aller vers des guichets de financement qui vont être portés par différentes agences, par différents fonds. Donc, ces fonds vont être, pour le plus connu, le Fonds unique interministériel, mais on va aussi vous aider sur des appels à projets régionaux. On va pouvoir vous aider sur des projets qui sont portés par la BPI, comme les projets ISI ou les projets PSPC encore. Donc, il y a beaucoup d'acronymes pour dire en fait qu'on est aujourd'hui en mesure de financer des projets qui vont aller de 500 000 € à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, évidemment, dans ce contexte, auparavant, les pôles de compétitivité, nous regardions essentiellement si votre dossier au niveau scientifique tenait la route. Donc, on avait une analyse économique pour vérifier que le dossier était bien positionné
par rapport aux besoins du marché, par rapport à la concurrence. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle phase des pôles qui s'ouvre cette année et pour 3 ans, nous nous engageons dans une démarche beaucoup plus globale de soutien aux projets de R&D qui sont, on va dire, environnés d'une manière qui fera que le projet va aboutir. Donc évidemment, aujourd'hui, l'analyse de votre projet par un pôle de compétitivité ne concernera pas uniquement l'aspect scientifique, mais ira au-delà. Mais évidemment, ça, on va le compléter, hein, cette analyse, par des services et par de l'accompagnement qu'on pourra vous proposer pour déposer votre dossier, monter votre projet, le constituer convenablement et surtout l'orienter vers le bon guichet. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus que la science, enfin, seule la science ne suffit pas. D'accord. Donc on a une vision aujourd'hui un peu plus importante entre l'innovation au sens R&D et l'innovation-innovation. Il y a une ouverture. Est-ce qu'on a plus de précisions aujourd'hui qui permettent de se lancer pour 2013 sur des projets que d'innovation et qui ne seraient pas de la R&D? Alors, en matière fiscale, hein, c'est effectivement la distinction que je faisais tout à l'heure sur les aspects vraiment amont avec le crédit d'impôt recherche et les aspects plus aval qui sont ceux du crédit d'impôt innovation. Il y a quand même une petite zone d'ombre qui, à mon avis, posera des problèmes. J'espère que je me trompe, mais je pense que ça pourrait être le cas. C'est les prototypes. Parce que vous avez entendu que dans le crédit d'impôt innovation vont être éligibles les dépenses de conception de prototypes de nouveaux produits. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un nouveau produit au sens fiscal de ce crédit d'impôt innovation? C'est un produit qui n'est pas encore mis sur le marché. Bon, jusque-là, c'est bien nouveau, il n'y a pas de souci. Mais c'est un produit également qui doit amener des performances supérieures en termes soit d'économie, soit d'ergonomie, soit technologique. Donc ce n'est pas si facile que ça à démontrer non plus. Je vais vous citer en l'état l'exemple que donne l'administration fiscale, parce qu'il est assez parlant, et puis que c'est surtout le seul qui existe et qui soit vraiment formel à ce jour. Ils prennent donc l'exemple d'un fabricant de tables. Si vous fabriquez des tables, que vous voulez commercialiser une nouvelle table et que vous ne faites finalement que augmenter cette table de quelques centimètres ou changer le vernis avec lequel vous recouvrez la table, ça n'est pas éligible au crédit d'impôt innovation. Vous me direz qu'on aurait pu s'en douter, mais c'est précisé. En revanche, si vous employez des nouveaux matériaux qui sont plus écologiques, mieux mis dans l'environnement, enfin mieux intégrés dans l'environnement et qui permettent d'avoir des meilleures performances, à ce moment-là, oui. Les dépenses de conception de prototypes de ce nouveau produit seront éligibles au crédit d'impôt innovation. Une petite précision sur la zone d'ombre dont je vous parlais, c'est que les prototypes et les dépenses de conception de prototypes sont éventuellement également éligibles au crédit d'impôt recherche. Mais ce sont les prototypes de recherche. Donc, je pense qu'on va avoir un petit peu de débat avec l'administration fiscale, puisque le crédit d'impôt recherche existe depuis longtemps et effectivement, on a toujours pris ces dépenses de conception de prototypes et qu'on risque d'avoir à un moment donné à placer un curseur à un endroit qui va faire que peut-être l'administration tentera de requalifier des dépenses de recherche en des dépenses d'innovation, puisqu'évidemment, les taux ne sont pas les mêmes, les plafonnements ne sont pas les mêmes et l'intérêt pour l'entreprise n'est pas le même. Merci. Jean-Marc, concernant les aides que BPI France ou anciennement OSEO accordait, peux-tu nous faire un rappel sur les aides qui sont accordées? Quelles sont celles qui sont le plus utilisées en pratique? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire de façon le plus courant? Alors en fait, l'aide la plus courante en région, c'est ce qu'on appelle l'aide à l'innovation. Après qu'on décline en aide à la faisabilité pour les phases amont, pour lever ces fameux verrous technologiques, hein, faire la preuve d'un concept. Donc là, sur ces phases-là, dans l'aide à la faisabilité, on intervient en subvention, des subventions qui peuvent aller jusqu'à 30 000 € ici en région et qui couvrent 50% du besoin de l'entreprise, qui sont vraiment des besoins de R&D, voire de validation lorsqu'on est sur une création d'entreprise innovante, de validation d'un business plan, d'une étude de marché, voilà, toutes les études qui vont permettre de valider le projet d'entreprise. Voilà. Donc, ça va au-delà de ça, la simple validité technique du concept. Ça, c'est la partie subvention. Voilà, ça, c'est la partie subvention. Et donc, on fait en priorité sur les entreprises de moins de 3 ans, là où c'est le plus risqué, et sur ces phases très amont, proches de la recherche, plus risquées aussi. Après, dès qu'on passe donc, sur des phases de développement, hein, donc ça peut être un même projet qui est aidé à plusieurs moments de sa vie, on va intervenir là en prêt à taux zéro. Donc on a 2 produits qui sont très proches, c'est l'avance remboursable ou le PTZI, prêt à taux zéro pour l'innovation. L'avance remboursable, elle est remboursable en cas de succès technique.
alors que le PTZI est remboursable en tout état de cause. Aujourd'hui, on laisse le choix à l'entreprise de choisir pour un des deux projets. Et aujourd'hui, pour vous dire, on fait à peu près 2/3 de prêts complètement remboursables parce que ce produit est totalement compatible avec le crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire que le fisc, lorsqu'on bénéficie d'une avance remboursable, dit cette avance remboursable, en cas d'échec, peut se transformer en subvention. Donc on considère que c'est une subvention au départ et on doit défalquer le montant de l'aide de l'assiette de crédit d'impôt recherche. Ah, d'accord, tu avais lu les questions particulières que j'allais poser à Marie-Laure. Oh, mais voilà. Donc ça, c'est la... Bon. Je me suis peut-être égaré. Les autres aides, donc tu as du prêt participatif. Voilà. Donc là, on est dans la partie financement par des aides publiques, des dotations budgétaires qu'on alloue à BPI France pour financer la R&D. Donc on dépend d'un régime bien spécifique, d'un encadrement européen. Après, au-delà de ça, pour les autres phases, on a créé là des prêts bancaires. Donc là, c'est de l'argent qu'on achète sur les marchés financiers. Donc là, il y a du taux d'intérêt. Mais on va avoir toute une déclinaison de produits qu'on appelle des prêts mezzanines ou prêts participatifs. Donc vous avez par exemple le prêt participatif d'amorçage dont la finalité est sur l'entreprise jeune de moins de 5 ans d'avoir entre 50 et 75 000 euros avant une levée de fonds. Vous avez le prêt pour l'innovation qui lui peut aller de 30 000 à 1,5 million, qui est pour les phases, une fois que vous avez obtenu une aide pour faire la recherche et le développement, vous avez encore des besoins pour aller vers le lancement industriel et commercial de l'innovation. Et donc là, on est pareil sur un produit avec un taux d'intérêt qui, lui, est de 7 ans avec 2 ans de différé. Donc tous ces prêts d'amorce participatifs ont à peu près la même structure. Hein. Ils ont une période de différé d'amortissement pendant laquelle on ne paie que des intérêts, on ne rembourse pas encore le capital emprunté. Voilà. Et donc vous en avez toute une déclinaison. Donc j'ai parlé du PPA, du PPI. Depuis peu, on fait aussi le préfinancement du crédit d'impôt recherche. Donc là, c'est pour anticiper. Donc on en parlera peut-être. N'anticipons pas trop. Sur le CDI, juste un petit, tu peux dire déjà ce que c'est que le CDI? Alors le CDI, on l'a appelé contrat de développement pour l'innovation. On aurait pu l'appeler contrat de développement pour la modernisation. Ça, en fait, c'est une entreprise qui va plutôt se mettre à niveau par rapport à un état de l'art et qui va faire un investissement pour un peu se moderniser, pour rattraper la concurrence. Et donc là, c'est un produit bancaire. Celui-là, c'est pareil, c'est un produit sur un prêt sur 6 ans avec un an de différé d'amortissement du capital. Mais pour le faire, on intervient avec une banque. Hein. En fait, dans quasiment tous les produits bancaires de BPI France, on est là pour avoir un effet levier sur le monde bancaire. Et donc, typiquement, pour le CDI, pour avoir 1 euro de CDI, vous devez avoir 1 euro de prêt bancaire à côté. En général, les banques aiment bien financer l'investissement matériel et tous ces prêts participatifs, contrats de développement permettent de financer les besoins immatériels de l'entreprise. Okay. Donc, j'allais poser donc la question tout à l'heure à Marie-Laure. Est-ce que les aides BPI France font-elles bon ménage avec le crédit d'impôt recherche? Alors, Jean-Marc a commencé à aborder le sujet. Vous avez compris en fait que tout ce qui est subvention ou avance remboursable doivent être déduits de la base des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche pour calculer le crédit d'impôt recherche. Donc, ça fait bon ménage quand même parce qu'évidemment, ça permet de financer les dépenses de recherche. Et évidemment, c'est toujours mieux que de ne pas avoir d'aide. Mais effectivement, il y a un impact négatif sur le crédit d'impôt recherche dans la mesure où ça diminue la base éligible. C'est la raison pour laquelle on peut avoir intérêt lorsqu'on peut, hein, parce que des fois les aides c'est celle-là et pas une autre, mais quand on peut avoir le choix de choisir entre une avance remboursable et un prêt à taux zéro par exemple, on peut effectivement avoir intérêt à choisir le prêt à taux zéro puisque lui n'est pas déductible de la base du crédit d'impôt recherche. Je modère un tout petit peu cette affirmation qui est la position d'Oseo en région, ce qui nous va très bien parce que du coup on applique tous cette solution-là, mais qui n'est pas forcément la position du ministère de la Recherche. Donc j'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises sur ces PTZI, hein, ces fameux prêts à taux zéro d'innovation, qui aujourd'hui sont par nous considérés comme des prêts, parce que ça en sont, mais que le ministère peut avoir des velléités à considérer comme des avances remboursables. À suivre. Hein. Jean-Marc, tu peux nous indiquer les montants financiers, les enveloppes financières sur ces différentes aides? Alors, cette année, on a à peu près accordé à ce jour 80 subventions. Et le ticket moyen, donc je dis le maximum, c'est 30 000 euros. On doit être à 28 000. Donc, c'est souvent qu'on atteint le plafond. Sur la partie avance remboursable ou PTZI, on est en nombre de dossiers, pareil, on doit être à 75. Moitié-moitié en nombre, hein, avance remboursable PTZI.
l'avance remboursable moyenne est à 190 000 € et le PTZBD moyen est à 290 000, ce qui fait que, à peu près 240 000 de tickets moyens. Voilà. Mais ça va donc de 50 000 pour la plus petite qu'on ait faite cette année à 1,5 million. J'en ai fait qu'une parce que sinon j'aurais consommé mon budget très rapidement. Voilà. Mais, le maximum est 3 millions, mais c'est très rare qu'on accorde 3 millions sur un seul projet en région. Ok. Avant de finir sur le CIR, est-ce que tu peux nous rappeler les nouveautés, les nouvelles sur le crédit d'impôt recherche? Quelles sont... Est-ce qu'il y en a? Alors, il y a quelques nouveautés cette année sur le crédit d'impôt recherche. Bon, l'objectif ici, vu le temps qu'on a, c'est pas évidemment de refaire toute un historique du crédit d'impôt recherche, mais vous savez que c'est un texte qui existe depuis 1983, qui évolue régulièrement. Chaque loi de finances apporte son lot de nouveautés. Cette année, pas de très grandes nouveautés, quelques précisions, on va dire plutôt. Les jeunes docteurs, en fait, sont traités très favorablement dans le crédit d'impôt recherche, puisqu'on retient leur salaire pour le double de son montant et les frais de fonctionnement sont également doublés. Une des conditions pour bénéficier de cette mesure fiscale de faveur, parce que c'est vraiment une mesure fiscale de faveur, c'est que l'effectif de l'entreprise ne diminue pas d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne débauche pas du personnel pour embaucher des jeunes docteurs. Ça semble quand même une mesure qu'on peut comprendre. À partir du 1er janvier 2014, ce qu'il va se passer, c'est que pour apprécier cette évolution de l'effectif de l'entreprise, on ne va plus retenir l'effectif global de l'entreprise, mais uniquement l'effectif de R&D. Donc ça, c'est une petite mesure qui est quand même intéressante pour les entreprises, mais qui est quand même une mesurette par rapport à ce qu'on a connu par le passé. On a également une précision concernant les frais de brevet. Aujourd'hui, il y a deux régimes différents selon les frais de brevet. Pour les dépenses de prise et maintenance de brevet, aujourd'hui, elles ne sont retenues que lorsqu'elles sont localisées en France ou dans l'espace économique européen. Alors que les frais de défense des brevets, eux, sont retenus quel que soit leur montant et quelle que soit la localisation géographique de ces défenses. À partir du 1er janvier 2014, bonne nouvelle, il n'y a plus d'exclusion géographique et tous les frais de pays seront retenus dans le crédit d'impôt recherche pour la totalité de leur montant, quel que soit l'endroit où ils sont exposés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Merci pour ce topo des nouveautés. Je te parlerai plus tard des JEI quand même, parce que là, on a quand même les JEI des quand bonnes même nouvelles. aussi, tu veux parler? Allez. Sur les jeunes entreprises innovantes, en revanche, on a quelques nouvelles vraiment intéressantes, donc je me permets de vous les livrer parce que ça fait plaisir quand même. Ça n'a pas toujours été le cas. D'abord, ce statut de jeune entreprise innovante qui est quand même bien utile, qui donne droit à la fois à des exonérations fiscales, mais qui malheureusement sont très peu utilisées puisque ce sont des exonérations d'impôts sur les sociétés. Ça veut donc dire qu'il faut faire des bénéfices pendant les 2 premiers exercices bénéficiaires au cours de la période de jeune entreprise innovante. Et ça donne surtout droit à des exonérations de charges sociales pour le personnel affecté aux opérations de recherche et développement. Cette mesure était dans un premier temps prévue pour toutes les entreprises qui étaient créées jusqu'au 31 décembre 2013. La loi de finances, le projet de loi de finances pour 2013 qui est en train de paraître, prévoit que le régime est prorogé pour toutes les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2016. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le statut continue à exister. Deuxième très bonne nouvelle, même s'il est un peu moins bonne que celle qu'on pensait quand on l'a lu, c'est que au démarrage du projet de jeune entreprise innovante en 2004, toutes les dépenses de recherche, toutes les dépenses de personnel étaient exonérées de charges sociales sans plafond. C'est-à-dire que dès que vous aviez du personnel affecté à la recherche et développement, vous ne payez pas de charges sociales URSSAF sur l'ensemble des rémunérations. Si vous faites le calcul, c'était monstrueux, c'était la plus belle niche sociale qui pouvait exister en France. C'était peut-être trop beau. Donc ça a été plafonné à plusieurs niveaux. Ça a été plafonné en termes de rémunération individuelle. C'était limité aux dirigeants, au personnel qui n'excédait pas 4 fois et demi le SMIC, ce qui était déjà quand même pas mal. Et c'était également plafonné au niveau de chaque établissement à plusieurs fois le plafond de la sécurité sociale. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 182 000 € d'exonération par an. Et surtout, il y avait une dégressivité qui était instaurée, c'est-à-dire qu'on avait droit à ces exonérations à taux plein pendant les 3 premières années, et puis après, de façon dégressive sur la fin du statut. Donc, et la bonne nouvelle alors? Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette dégressivité a été supprimée. Donc, les taux redeviennent en exonération à 100%. Et la moins bonne nouvelle, c'est que les plafonds, en revanche, n'ont pas été supprimés. Donc, on reste plafonné à 182 000 € à peu près d'exonération par année, par établissement, ce qui reste quand même pas si mal que ça. Merci. Attends, je n'ai pas fini parce que j'ai une deuxième petite mauvaise nouvelle que je cite parce qu'elle peut intéresser des investisseurs qui pourraient être ici, et je vois qu'il y en a. C'est qu'il y avait aujourd'hui un régime dérogatoire pour les plus-values de cession des titres de jeunes entreprises innovantes qui bénéficiaient d'une exonération de plus-value dans certains cas. Il ne fallait pas détenir plus de X% du capital, ne pas avoir été dirigeant, mais c'était quand même une belle mesure pour les business angels notamment. Malheureusement, cette exonération va prendre fin au 31 décembre 2013.
Donc, il y aura un nouveau régime dérogatoire certainement en 2014, mais qui ne sera pas aussi favorable pour les JEI. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc, Merci. Et je finis sur le crédit d'impôt recherche. Tout à l'heure, on a parlé de préfinancement du CIR. Vous savez qu'on avait initié Innovatech il y a déjà quelques années, le préfinancement du CIR qui a été repris en grande partie par Oseo. Qu'en est-il réellement du préfinancement du CIR en région? Combien de dossiers? Combien de montants? J'ai des questions très précises, j'attends des réponses précises. Alors, en fait, on est la première région de France à préfinancer le CIR. Donc, ça, c'est déjà bien. Hein. Donc, on se compare souvent, nous aussi, à ce que font nos collègues. Et en fait, ici, il se trouve qu'on a quelques belles structures qui ont des montants de crédit d'impôt recherche importants. Et donc, on doit être, alors en nombre de dossiers, ce n'est pas très, très important. Hein. On doit être à une dizaine, une douzaine de dossiers. Non, c'est un peu plus, c'est plutôt une vingtaine. Mais par contre, on n'est pas loin de 10 millions déjà d'accords. Alors, on ne les a pas tous décaissés. On a un peu de soucis au niveau de la mise en place. Parce que comme ce sont des prêts, il faut qu'on prenne des assurances, des choses un peu, voilà. Mais on espère bien que d'ici la fin de l'année, les 8-9 millions là, qui ont été accordés seront décaissés. Quoi. Donc, merci. On va passer à Émilie Royer, donc sur le pôle Eurobiomed. En ce qui concerne de plus en plus, sur les années passées, les pôles, on voit, se positionnent de plus en plus sur l'accès à des financements plus lourds. Que peux-tu nous en dire? Eh bien, j'ai commencé tout à l'heure à vous en dire quelques mots. Donc, les financements, je vous le disais, ça peut être des petits tickets, puisque tout projet finalement de R&D peut venir voir un pôle et trouver un financement grâce au pôle. Mais effectivement, ces dernières années, vous avez tous entendu parler, par exemple, du programme Investissement d'avenir, qui a permis l'émergence et la mise en place d'aides de R&D sur des grands projets qui sont à des montants qui sont excessivement importants. Et donc, à ce titre, effectivement, on voit bien que il y avait un petit schéma qui peut-être qui n'est plus là et qui tient à votre disposition. Mais donc, on a vraiment un continuum d'aide pour le financement de la recherche publique-privée qui vous permet de couvrir absolument tous les besoins. Le travail après sur ces aides-là est à monter avec avec votre pôle de compétitivité, puisque c'est vraiment là la mission des pôles que de vous aider dans la mise en place de ces projets. Et en pratique, qui peut venir voir un pôle comme Eurobiomed? Quel type de structure? Qu'est-ce qu'elle peut attendre? À quelle étape de développement? Qu'est-ce qu'elle peut attendre comme financement? Alors aujourd'hui, absolument tout type de structure peut venir voir le pôle, puisque nous pouvons même aider et nous aidons des porteurs de projets qui n'ont pas encore créé leur entreprise. Pourquoi? Parce que nous pouvons aussi vous aider avec les partenaires, qui sont la BPI, les conseils et d'autres structures de la région, à identifier aussi la bonne manière de développer votre projet en utilisant les bonnes aides, les aides qui aussi vont vous permettre par la suite de ne pas griller certaines sources de financement potentielles, notamment par rapport à l'utilisation de vos fonds propres. Et donc aujourd'hui, que vous soyez un porteur de projet, une jeune entreprise, une société mature, voire même une société industrielle qui a des besoins de reconversion ou des besoins de R&D, vous pouvez venir nous voir. Et bien entendu, en tout cas pour Eurobiomed, c'est le cas, nous sommes à l'écoute des chercheurs, parce qu'aujourd'hui, les chercheurs qui sont à la recherche de partenariats industriels ou de collaboration avec des PME régionales sont les bienvenus au pôle pour qu'on vous aide à trouver vos partenaires, à trouver vos financements. En pratique également, la labellisation, le pôle, quelle est l'importance de la labellisation pour les entreprises? Alors, la labellisation, ça apporte deux choses. D'une part, on ne donne pas un label. Un label, on le gagne. Et donc, on le gagne si son dossier il est bon. Donc, ça veut dire que quand on rentre dans un processus de labellisation, c'est que le pôle, nous nous engageons aussi à vous aider à ce que votre dossier soit le meilleur possible. Donc, quand on vient chercher une labellisation dans un pôle, on gagne, je crois, dans de nombreux cas, une optimisation de son dossier pour qu'il réponde le mieux possible aux critères du guichet auquel on s'adresse. Et après, en fonction du guichet, la labellisation peut avoir une conséquence très directe, à savoir un abondement financier supplémentaire lié à la labellisation de votre projet par un pôle de compétitivité. Cet abondement est non négligeable puisque selon les guichets, il peut aller jusqu'à 15% de financement supplémentaire
liées à la labellisation de votre projet par un pôle de compétitivité. Donc c'est vrai qu'il faut avoir le réflexe de parler avec un pôle de compétitivité de son projet, qui vous dira très rapidement si oui ou non vous allez y gagner, que ce soit en termes d'accompagnement ou que ce soit après en termes de financement supplémentaire. Et je rebondis encore sur ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Marc, ce qu'on constate aussi sur les dossiers qu'on accompagne. Est-ce que l'importance des fonds propres devient cruciale sur tous les types d'aides? C'est plus que crucial puisque aujourd'hui on sait qu'on a une règle qui est celle de 1 pour 1. Aujourd'hui, l'État et les différents financeurs regardent au-delà de votre projet de R&D. C'est-à-dire que si votre société aujourd'hui n'est pas assez capitalisée, enfin, est suffisamment capitalisée pour mener à bien le projet de R&D, mais que derrière, vous allez être nécessairement amené à faire des levées de fonds supplémentaires pour poursuivre ce projet de R&D dans son développement, on va avoir des projets qui seront regardés avec beaucoup plus d'attention. Et beaucoup plus d'attention, évidemment, pas forcément dans le bon sens. Alors, pour ceux qui connaissent le secteur des secteurs très capitalistiques comme celui des biotech, c'est évidemment très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande d'avoir des garanties sur les levées de fonds à venir pour pouvoir financer des projets, au-delà de cette obligation de 1 pour 1 de fonds propres. D'un autre côté, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour compenser cela, les pôles notamment mettre en place des systèmes pour vous aider à lever des fonds auprès d'investisseurs privés. Donc encore une fois, face à un problème qui peut être celui de fonds propres limités, on ne vous laisse pas sans solution puisqu'on déploie des services, de l'accompagnement et des relations avec des investisseurs pour essayer de vous aider après à lever des fonds. Et évidemment, un très bon projet de R&D, on le sait, peut être un déclenchement pour un investissement capital risque parce que derrière, c'est aussi une garantie pour l'investisseur qui suivra que vous allez avancer dans votre projet et dans votre innovation. Il me semble que tu m'as dit en préparation qu'il était quasiment aussi difficile de monter un projet à 5 millions d'euros ou à 20 millions d'euros. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. De toute manière, tous ceux qui ont eu en main des dossiers de demande de subvention le savent, hein, qu'on demande 5 000 euros ou 100 000, déjà c'est la même chose. Et aujourd'hui, dans les deux plus grands projets, je suis désolée, dans les deux plus grands types de projets de R&D qui sont proposés par les pôles, à savoir des projets du Fonds unique interministériel qui en gros vont jusqu'à 5 millions d'euros, ou des projets portés par la BPI qui sont des projets easy qui peuvent aller à 10 ou 15 millions d'euros, on se rend compte que si on est juste à la limite, parfois on a des porteurs de projets qui préfèrent renforcer leur consortium pour avoir des projets qui sont d'envergure plus importante et aller taper directement à un guichet à un niveau de financement plus élevé. Sachant qu'attention, bien évidemment, si vous allez taper sur un guichet important type un ISI, vous vous doutez bien qu'il y aura des milestones qui feront que si le projet n'avance pas, on l'arrêtera à temps. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de se poser la question. En même temps, soyez attentifs. Je pense qu'il faut que vous ayez confiance dans les gens qui vont vous conseiller au sein des pôles de compétitivité. On a aussi des cas de gens qui viennent nous voir en nous disant « je veux faire un projet easy immédiatement à 20 millions d'euros » et dont on sait que pour un tas de raisons, ils ne seront pas éligibles, dont une raison peut-être aussi votre capacité en fonds propres derrière. Très bien, merci. Donc pour conclure, finalement, nous constatons sur le terrain qu'une entreprise peut obtenir des aides directes et indirectes pour financer son innovation. Innovation dans un sens léger d'innovation ou au sens très complexe au niveau R&D, qui a des guichets qui sont clairement identifiés, qu'il faut être bien accompagné, et qu'on peut obtenir des montants qui se situent entre du 30 000 euros, 20-30 000 euros, à plusieurs millions, voire beaucoup plus après quand on grossit, etc. Voilà. Donc je vous remercie. Vous trouverez bien entendu le support de la présentation que m'avait fourni la totalité des intervenants, beaucoup plus fourni. Je pense qu'on vous le retrouverez sur le site. Et je vais passer la parole s'il y a des questions, bien entendu, à la salle. Des questions? Oui. Est-ce que dans le cas d'un CIR, il est nécessaire d'être en partenariat avec un chercheur d'un organisme public pour appuyer ou
compléter notre développement et recherche? Nécessaire, non. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir du personnel qualifié à l'intérieur de l'entreprise et qualifié avec des diplômes donc ingénieurs, enfin avec des diplômes élevés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre à faire de la recherche au sens fiscal du terme si vous avez des bac plus 2, ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait au moins un chef de projet qui ait une qualification jugée comme suffisante par le ministère. Après, si évidemment vous avez des collaborations avec des organismes publics, c'est un plus, évidemment, parce que ça donne une légitimité supplémentaire au projet, mais ça n'est pas une obligation pour pouvoir obtenir du crédit d'impôt recherche. Et du point de vue de son fonctionnement, c'est-à-dire une fois implanté, une fois accepté, quel est l'échange ou le retour que vous exigez? En matière de crédit d'impôt recherche ? En matière de crédit d'impôt recherche, tant que vous allez exposer des dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche, donc essentiellement des salaires et charges de personnes qualifiées et avec un projet qui corresponde à de la recherche au sens fiscal, parce que c'est quand même ça l'essentiel, vous aurez droit de faire du crédit d'impôt recherche. C'est un crédit d'impôt recherche que vous déposez annuellement en fonction des dépenses de l'année. Et tant que vous avez des dépenses de recherche tout au long de la vie de l'entreprise, c'est ça qui est magique, vous allez pouvoir faire du crédit d'impôt recherche. Et ce qui est encore plus magique, parce que vous avez vu que souvent maintenant, dans les pôles notamment, et même à la BPI, ils regardent l'aspect commercial de la chose, c'est-à-dire qu'ils essaient de financer, ce qu'on peut comprendre, des projets qui ont une chance de réussite commerciale. En matière de crédit d'impôt recherche, ce qui est extraordinaire, c'est que même si vous n'aboutissez pas parce que la recherche n'aboutit pas, et malheureusement ça arrive, vous avez quand même droit au crédit d'impôt recherche, et je dirais même plus encore, puisque le critère, c'est qu'il y ait des aléas technologiques, des verrous, des incertitudes, et donc par définition, s'il y a des incertitudes, il peut y avoir un échec. Et même l'échec du projet en lui-même n'est pas un échec au crédit d'impôt recherche. Il y a un monopolisateur de questions. Mais alors, qu'est-ce qui vous permet d'attribuer un CIR à un projet plutôt qu'un autre? Alors, là, c'est vraiment, dans un premier temps, une question d'éligibilité des dépenses de recherche. Il faut que vous rentriez dans les critères que je disais. C'est soit vous faites de la recherche fondamentale, soit vous faites de la recherche appliquée, soit du développement expérimental. Si vous n'êtes pas dans... Alors après, il y a plein de... Il peut y avoir du dépôt de brevet. Ce n'est pas forcément une obligation, hein, notamment dans le secteur dans lequel on est ici, c'est assez rare. Il y a des faisceaux qui permettent de dire vous faites de la recherche, mais il faut vraiment la qualifier au sens fiscal du terme. Donc là, il faut soit vous en êtes convaincu et vous pouvez le déterminer, soit vous allez voir des cabinets spécialisés qui vont analyser votre projet et qui vont vous dire oui, ça c'est de la recherche, ou oui, mais seulement ça, ou non, c'est pas de la recherche et vous ne pouvez pas faire de CIR. Si vous avez un doute, il y a une procédure fiscale qui s'appelle le rescrit. Et donc, il y a des gens qui sont un peu spécialisés au niveau de l'ANR, au niveau de BPI France. On a une équipe au siège à Paris. Donc, il y a secret fiscal sur votre projet, mais ils vont vous dire ces dépenses que vous prévoyez sont éligibles au crédit d'impôt recherche. C'est gratuit. Voilà. Et après, le document que vous avez est opposable au fisc. Voilà. Donc, et puis, il y a même des professionnels qui viennent en amont pour à peu près s'assurer de la réponse. Une question encore? Non? Oui? Merci. Bonjour, Stéphane Réseau de la ville de Marseille. Ce n'est pas une question, mais une information. Il existe aussi le fonds d'innovation Marseille-Provence qui a été lancé par l'État, la ville, la région et la Marseille-Provence Métropole et le département. C'est une aide directe au recrutement pour les entreprises innovantes, donc les entreprises qui ont moins de 2 ans, et moins de 250 employés. Donc le pôle média, Château-Gambert, Lumini et la ZAC de la zone de la Floride font partie des lieux justement où les entreprises qui s'installent dans ces périmètres-là peuvent bénéficier de cette aide. Et c'est donc une subvention directe au recrutement. Il y a toujours de l'argent là-dessus? Oui, oui, oui. On est dans la première année d'utilisation. Oui. Ok, parce qu'on avait eu quelques informations. Non, je vous confirme qu'il reste de l'argent. Il y a le stand de la pépinière Marseille Innovation qui peut vous aider sur les modalités de montage et de développement du projet, qui est très simple. Merci. Merci pour votre attention. Merci à nos intervenants. Merci à notre animateur.